Avant de commencer, il est conseillé aux spectateurs de faire preuve de discrétion. Ce qui suit a uniquement un but éducatif et de divertissement. Il s'agit du témoignage fédéral authentique, tel qu'il a été rapporté par Inner City Press, lors du procès contre Sean Diddy Combs. La salle d'audience ignorait totalement à quoi s'attendre lorsque le shérif a prononcé ce nom. Denzel Washington, véritable légende vivante et l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood, a marché d'un pas calme vers le box des témoins. Il n'était pas là pour faire de la publicité, ni pour défendre qui que ce soit. Il était là pour dire la vérité, une vérité qu'il portait en silence depuis bien trop longtemps. Ce qu'il a révélé a laissé l'assistance sans voix. Apparemment, Diddy avait prévu d'organiser une mission spatiale privée, non pas pour échapper en silence à la justice, mais pour recréer ces fêtes légendaires au-delà des lois terrestres. Denzel n'a pas seulement évoqué cette folie, il a relaté ce qu'il avait vu de ses propres yeux, la manière dont Diddy traitait ses enfants à huis clos, et les secrets qu'il avait enfouis pour protéger sa carrière. Ce qui avait commencé comme un procès de célébrité s'est mué en quelque chose de beaucoup plus sombre, presque cosmique, et totalement inimaginable. Son nom ne figurait pas à l'agenda. On n'en avait pas entendu murmurer dans les couloirs. Aucun scoop de TMZ, aucune fuite dans la presse. Aussi, lorsque le shérif a annoncé, d'une voix calme, la poursuite appelle Denzel Washington au box, la salle a retenu son souffle. Denzel s'est ressaisi, puis est entré. Connu pour son sang-froid imperturbable, la légende du grand écran a franchi les portes comme s'il entrait dans la scène finale de son plus grand film. Mais cette fois, ce n'était pas un rôle, c'était la réalité. Il n'était accompagné d'aucun assistant, d'aucun entourage ni d'aucune caméra. Il était seul, vêtu d'un costume noir, d'une cravate bleue, un document plié à la main. Il a avancé lentement jusqu'au box, s'est arrêté avant de s'asseoir et a fixé l'audience du regard. Ses yeux ont croisé ceux de Diddy pendant une fraction de seconde, et un frisson glacial a semblé traverser l'espace entre eux. Diddy a détourné le regard. Le juge s'est penché en avant, visiblement surpris. La salle d'audience avait déjà reçu des célébrités, mais jamais rien de tel. Après avoir prêté serment, Denzel est resté silencieux un long moment. Il n'a pas ouvert la bouche immédiatement. Lorsqu'il l'a finalement fait, ce n'était ni par exagération, ni par drame, mais avec une sérénité presque effrayante. « Je ne suis pas ici parce que j'en ai envie », a-t-il commencé. « Je suis ici parce que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je n'étais pas venu. » Il a expliqué au tribunal qu'il avait évité de témoigner pendant des mois, qu'il avait longtemps hésité, conscient que ces révélations ne seraient pas faciles à entendre, mais qu'elles étaient indispensables. Et puis il a lâché la bombe, « J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, et j'ai gardé le silence. Je pensais qu'en baissant la tête, je serais en sécurité. Oui, ce monde fonctionne ainsi, mais je ne peux plus continuer ainsi. » Il a planté son regard dans celui du jury, il ne s'agit pas de vengeance, mais de ce qui arrive lorsque le pouvoir échappe à tout contrôle. Et si vous pensez que ce procès est déjà incroyable, attendez d'entendre ce que Diddy projetait de faire ensuite. L'assistance s'est penchée en avant, car ce que Denzel Washington allait révéler allait rendre anodin tout témoignage précédent. Denzel a alors dressé le tableau des débuts des années 2000, époque où le hip-hop et Hollywood se heurtaient de manières inouïes. Diddy n'était plus seulement un magnate de la musique, il fréquentait les plus grands réalisateurs, les dirigeants de studios et les agents les plus influents. Partout où Denzel allait, Diddy était présent dans les salons VIP, les galas caritatifs, les retraites exclusives, toujours entouré d'une foule admirative et toujours en position de force. Il avait cette capacité à pénétrer une pièce et à faire sentir à tous que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Au début, c'était subtil, presque anodin, confia Denzel. Diddy plaisantait sur le fait de gouverner la ville ou de contrôler la narration, mais avec le temps, Denzel aperçut un changement. Il se souvenait d'un dîner privé où, se penchant vers lui, Diddy lui avait murmuré « Tu sais comment rester au sommet ? Tu cesses de jouer selon les règles de la Terre. » Denzel pensait qu'il était simplement poétique. Il a découvert qu'il parlait sérieusement. Denzel a raconté qu'il a commencé à entendre de plus en plus de murmures, non pas sur des blogs à potins, mais de la part de collègues et d'amis de l'industrie, d'artistes qui se confiaient après avoir trop bu. Il disait « Diddy organise encore une fête ce week-end. » Puis s'interrompait, comme s'ils hésitaient à avertir ou à inviter. Mais il ne s'agissait pas seulement de fête, c'était une mentalité, ce sentiment d'invincibilité, d'isolement. Il parlait déjà de son héritage de manière étrange, affirmant « Mon empire survivra à la gravité. » Je pensais que c'était de l'arrogance, a ajouté Denzel. Mais j'ai commencé à m'inquiéter.
Je me demandais quel genre d'homme prononce de telles paroles et les croit vraiment. Denel a décrit plusieurs occasions où il avait songé à prendre ses distances publiquement, mais il ne l'a pas fait. La peur des représailles, d'être exclu ou considéré comme déloyal au cercle intime de cette industrie, l'a maintenu dans le silence. Il a révélé que, il y a quelques années, quelqu'un de proche de Didi avait lancé une remarque qui l'avait marqué, il ne prépare pas seulement la prochaine phase de sa marque, il prépare la prochaine planète. Denel avait pensé que c'était une blague. Ce ne l'était pas. C'est à ce moment-là que Denel a commencé, en secret, à rassembler tout ce qu'il entendait, tissant ce qu'il appelle aujourd'hui un schéma obsessionnel, non seulement autour du contrôle, mais aussi de l'évasion. Et cette évasion, a-t-il précisé, n'était pas métaphorique, elle était bien réelle et en gestation. Le mot « espace » a alors secoué la salle. Les jurés se sont regardés, les journalistes se sont mis à écrire plus vite, et même le juge s'est penché en avant, incertain d'avoir bien entendu. Mais Denel est resté impassible. En 2020, on m'a convié à un voyage secret dans le Nevada, soi-disant pour parler affaires et créativité, un regroupement de poids lourds souhaitant se déconnecter du monde. Puis Sean a pris la parole. Denel a décrit le lieu, une cabane ultra sécurisée aux murs de verre, à l'écart de Las Vegas. Une vingtaine de personnes, pas un journaliste, pas un téléphone, seulement les figures dominantes du show business et de la technologie partageant boissons et idées. Didi l'a écarté un instant et lui a dit « J'en ai assez de ce monde. Trop de caméras, trop de règles. Je travaille sur quelque chose de plus grand, hors des sentiers battus. » Denel avait ri, pensant qu'il s'agissait d'une métaphore ou d'une folie d'homme d'affaires, jusqu'à ce que Didi ouvre son ordinateur portable et lui montre un plan ressemblant à un vaisseau spatial, mais intérieur comme un lounge de club, des sols illuminés par des LED, des fauteuils en velours, des lunettes insonorisées. Il appelait cela le Heaven Lounge, la première capsule de divertissement en orbite. La salle avait retenu son souffle. Didi, d'après Denel, assurait travailler avec des contacts secrets dans l'industrie aérospatiale et affirmait avoir déjà sélectionné ses passagers, 10 hommes, choisis pour leur discrétion et leur loyauté, décrivant son idée comme un sanctuaire flottant. Personne ne viendra nous chercher là-haut, pas de poursuite, pas de caméra, juste la liberté. Denel est resté silencieux un instant avant de poursuivre, Didi utilisait l'expression « freak off » comme une marque, comme s'il voulait étendre à l'espace ses fêtes extravagantes. Il a affirmé « Je vais organiser le premier Zero Gravity Freak Off. Là-haut, personne ne pourra m'atteindre, même en orbite. » Denel a fait une pause. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une folie passagère, mais d'un véritable projet, a-t-il témoigné. Il a ensuite appris, par un contact commun, que Didi avait déjà signé des papiers avec une société aérospatiale peu connue, garantissant un test de charge non civile pour 2025. Cette cargaison n'était pas de l'équipement, mais des êtres humains, et lui allait en faire partie. Ce qui suit, selon le témoignage de Dancel, rendait le projet encore plus sinistre. Il expliqua que Didi appelait ce voyage spatial un « redémarrage », un lieu où tout pouvait recommencer à zéro. Quand Dancel lui demanda ce que cela signifiait, Didi répondit « Si je quitte la planète, rien de ce qui se passe ici ne pourra me rattraper. » Un silence étouffant s'abattit sur la salle, il ne s'agissait plus d'un simple magnate de la musique, mais d'un homme convaincu qu'il pouvait échapper à la justice en abandonnant purement et simplement la Terre. Le temps que Dancel expose la cruelle réalité et Didi ne se contentait pas de rêver de l'espace, il organisait activement son expédition, le procès dériva inévitablement vers ce que les procureurs appelèrent plus tard le « projet Exode ». Puis vinrent les révélations sur la faisabilité même du plan, il n'était ni isolé ni hypothétique, mais doté d'un financement conséquent. Dancel précisa qu'il ne parlait pas de simples organisateurs de soirées, mais de véritables milliardaires et de grands acteurs du secteur technologique et des noms que l'on ne découvre en général que lors d'un krach boursier ou au lancement d'un satellite. Dans les documents du tribunal, l'un de ces investisseurs, dont l'identité restait partiellement masquée en raison de l'enquête en cours, apparaissait comme un acteur majeur des lancements spatiaux privés depuis 2021. Avec Didi, ils avaient acquis des terrains en Amérique du Sud, loin de toute régulation gouvernementale. Ils présentaient cela sous l'expression marketing de « plateforme artistique céleste privée », mais, comme la voix Dancel, ce n'était qu'un nom de façade, la réalité était beaucoup plus sombre. Il raconta qu'un prototype de la navette existait déjà sous la forme d'un logiciel de simulation, auquel il avait eu accès grâce à l'un des ingénieurs de soutien technologique. À l'intérieur, elle ressemblait à un jet de luxe, dépourvu de fenêtres pour préserver l'anonymat de son contenu, des lumières tamisées, des canapés moelleux et de la musique d'ambiance. Plutôt qu'une véritable navette,
c'était une véritable prison volante. Mais ce n'était pas tout, Didi avait dressé une liste de personnalités qu'il envisageait d'emmener en orbite. Je ne veux que des gens capables de supporter le silence de l'espace et la liberté qui l'accompagnent, lui avait-il dit. Cette liste, d'après Dancel, incluait un ancien joueur de la NFL, 2 producteurs musicaux déchus, une star des réseaux sociaux et au moins un acteur dont la carrière s'était écroulée après un scandale. Tous avaient assisté aux soirées extravagantes de Didi et signé des accords de confidentialité, des individus désireux de disparaître. Certains ignoraient même l'étendue du plan, ils pensaient simplement participer aux vacances extravagantes d'un milliardaire. Ils n'étaient pas censés revenir, Didi appelait cela « la course sans retour ». Dancel révéla que dans la navette, les « festivals » se dérouleraient en apesanteur, rien ne retenait les passagers, rien ne les reliait à la Terre ni à ses lois, ce serait, disait Didi, comme pêcher au milieu des étoiles. À cet instant, Dancel comprit que son patron ne cherchait pas seulement à s'extirper de la justice, il voulait recréer le chaos au-delà de toute autorité terrestre. Dans la salle d'audience, l'effroi gagna tous ceux qui écoutaient, ce récit n'était pas une fiction, il était bien réel et sur le point de se concrétiser. Les procureurs avaient précédemment évoqué violence sur témoins et tunnels secrets, mais rien ne rivalisait avec cette ambition d'envol spatial. Dancel raconta comment il avait presque vu Didi s'envoler vers l'espace avant qu'on ne l'arrête, ce n'était pas un retournement de dernier moment de la part de Didi, mais bien parce qu'un informateur, un ancien sous-traitant de la société spatiale privée, s'était alarmé de ce qu'on lui demandait de construire. Cette navette, expliqua le lanceur d'alerte, n'était enregistrée auprès d'aucune agence officielle, ces modifications ne correspondaient à aucune mission scientifique connue, isolation phonique excessive, éclairage imitant constamment le crépuscule, système audio surpuissant, pour étudier les étoiles, on n'a pas besoin de tout ça, avait-il lancé. À la fin de 2023, il alerta une agence fédérale. Une enquête discrète débuta alors, la surveillance monta en puissance, et ce ne fut qu'au début de 2024 que les autorités découvrirent que le jet privé de Didi avait atterri près d'un site de lancement clandestin au Suriname. Les détails correspondaient parfaitement aux déclarations que Dancel avait faites au FBI hors du registre officiel. Le décollage était programmé pour mars, le document interne montrait comme date butoir le 21 mars, baptisé « Renaissance ». Mais l'arrestation ne se fit pas dans un tumulte de sirènes, elle fut chirurgicale, des agents fédéraux, coordonnés avec les forces locales, investissant le complexe alors que Didi procédait à une visite privée de la capsule d'essai, en compagnie de 2 de ses futurs passagers. À l'intérieur, tout était prêt, ravitaillement, rideaux opaques pour préserver l'intimité, huiles exotiques, réservoirs d'oxygène et même une boîte de stimulants importés, tout était conçu pour un voyage sans retour. Lors de son arrestation, Didi aurait lancé « Vous ne pouvez pas arrêter le futur ». La suite dévoila qu'il avait déposé la propriété légale de 3 de ses résidences aux États-Unis au nom de sociétés écrans, quelques semaines avant le raid. Il ne préparait pas une simple fuite, il rompait définitivement ses liens, prêt à disparaître pour reconstruire ce qu'il avait perdu, dans un lieu où on ne pourrait jamais le retrouver. Un court extrait vidéo montrait à la cour illustrée un essai de fête simulé dans la capsule, éclairage festif, fauteuil en velours, femmes déguisées et hommes masqués, champagne à la main et des images dignes de ces célèbres « freak-off », mais cette fois recréées dans un décor spatial. Pour autant, l'élément le plus terrifiant restait encore à révéler, car si l'expédition de Didi avait été stoppée avant le décollage, les souvenirs les plus sombres de Dancel concernaient ce qu'il avait vu derrière les portes closes de la demeure de Didi. La salle, déjà figée dans l'effroi, se sentit trembler quand Dancel prononça ces mots « Je ne suis pas ici uniquement pour ce qu'il a fait à des hommes adultes, je suis ici pour ce que j'ai vu faire à ses propres enfants. » Des murmures effarés parcoururent l'assemblée, Didi blêmit. Le juge ordonna de garder son calme, mais personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Dancel revint sur une après-midi de 2016, à Beverly Hills. Il avait été invité sous prétexte d'un déjeuner de mentorat pour de jeunes acteurs noirs, une rencontre censée être inspirante et bienveillante. Au lieu de cela, il se retrouva plongé dans une atmosphère de terreur. Il vit l'un des fils de Didi, alors adolescent, être traîné à l'étage par un garde du corps, les yeux bouffis, le regard fuyant, comme si le garçon avait pleuré sans fin. Quelques minutes plus tard, Dancel traversa un couloir et perçut des hurlements, une voix grave, enragée, mêlée au fracas de quelque chose qui se brisait. « Je me suis arrêté, paralysé, avoua-t-il, je ne savais pas si je devais intervenir. » Mais il entendit alors la voix grondante, « Tu apprendras la discipline dans cette maison, ou tu disparaîtras comme les autres. » Pour Dancel, cette phrase changea à jamais son regard sur Didi, ce qu'il avait vu n'était pas une correction paternelle, mais de la domination pure. Quelques semaines plus tard,
attiré par l'horreur que suscitait cette scène, il questionna l'adolescent, dans un murmure, le garçon répondit, c'est ainsi qu'il montre son amour. C'est normal. Cette vérité résonnait comme un effroyable aveu, j'ai vu des généraux d'armée châtier leurs enfants avec plus de grâce, confia Dancel, la voix brisée par l'émotion. Avec les années, d'autres confidences lui parvinrent, plusieurs membres de l'entourage révélèrent que, lors des fêtes de Didi, ses propres enfants servaient de domestiques, escortant les invités dans des pièces privées, apportant des boissons au moindre signe, on leur interdisait de parler, sauf si on leur adressait la parole. Si tu élèves un enfant dans la peur trop longtemps, il ne grandit pas, il se recroqueville, conclut Dancel, la voix étranglée. En 2018, il avait tenté d'alerter Didi en privé, lui faisant part de son inquiétude, en vain, son avertissement ne fit qu'alimenter son désespoir. On disait que Didi avait lancé ces mots terrifiants, pour élever des lions, il faut les jeter au loup. À cet instant, une onde de stupeur traversa la salle d'audience. Les murmures s'éteignirent, tandis qu'une jurée, submergée par l'émotion, essuyait ses larmes. Le juge, choqué, appela à un bref récessus, mais Denel, les poings serrés sur le pupitre, refusa catégoriquement, nous ne repartons pas tant que tout n'est pas dévoilé. Car si tout ce qui s'était passé jusque-là au tribunal était déjà glaçant, rien ne préparait à ce moment. On n'était plus dans l'univers des célébrités, mais dans celui des enfants. L'homme que le monde avait autrefois salué comme un magnate, expliqua Denel, régnait sur son foyer tel un tyran sans pitié. Après avoir relaté les faits troublants qu'il avait observés dans la demeure de Didi, Denel s'interrompit un instant, les mains entrelacées, le regard rivé au sol, comme pour rassembler son courage. Le silence régna dans la salle, tandis que chacun retenait son souffle, suspendu au battement du cœur de Denel. Puis, d'une voix à peine perceptible, il prononça ces mots que personne n'attendait d'un homme de son envergure, j'aurais dû parler plus tôt. Il n'espérait nullement susciter la pitié, au contraire, c'était la honte qui le faisait trembler. Il commença alors à expliquer l'agonie intérieure qu'il traînait depuis plus d'une décennie. Encore et encore, je voyais des signes lors des soirées, le comportement de Didi, la peur qui se peignait sur le visage des convives, l'attitude figée des gens autour de lui. J'avais toutes les preuves sous les yeux, admit-il. J'ai vu la terreur sur les visages des jeunes artistes. J'ai entendu les chuchotements dans les couloirs. J'ai vu les enfants de Didi traités comme de simples objets, et j'ai détourné le regard. Denel décrivit alors les discussions qu'il avait eues avec d'autres célébrités, hommes et femmes, qui avaient été témoins de comportements tout aussi sinistres, mais qui, terrifiés, n'osaient pas prendre la parole. Il me disait, si tu parles, c'est fini pour toi. Penses-tu que quelqu'un croira ta version plutôt que la sienne, murmura-t-il, le visage grave, tandis qu'un silence solennel enveloppait la salle. J'ai laissé cette peur me dominer, confessa-t-il. Moi, qui ai incarné des héros toute ma vie, je n'ai pas agi comme tel, il raconta alors au tribunal un événement survenu en 2019, lorsqu'il crut presque pouvoir briser ce mur de silence. Un ancien employé d'une des sociétés de production de Didi l'avait contacté anonymement par l'intermédiaire d'un ami, avec ce message, toi seul, il te respecte. Si tu parles, peut-être que quelqu'un t'écoutera. Mais Denel n'avait pas répondu. Je me suis dit que je n'étais pas prêt, que je devais rassembler davantage de preuves, mais la vérité, c'est que je ne voulais pas mettre ma famille en danger, avoua-t-il, ses yeux brillants de regret. Il leva alors le regard, tremblant, vers la galerie, mes enfants m'avaient toujours admiré parce que je restais droit face au danger, mais je n'ai pas été à la hauteur. J'ai protégé ma carrière au lieu de protéger les gens. Le tribunal l'écoutait, ébranlé, tandis que Denel décrivait les nuits blanches qui le hantaient depuis, peuplées de cauchemars où il se trouvait au cœur d'une fête de Didi, entouré d'invités masqués. À chaque rotation de son regard, l'un des enfants de Didi était là, figé dans sa détresse, pleurant de façon muette. La culpabilité est devenue un fardeau insupportable, confia-t-il d'une voix brisée. Et lorsque j'ai appris le lancement prévu à son évasion littérale vers l'espace, tout est devenu clair. Si je ne parlais pas maintenant, je le verrais quitter la Terre, tandis que toutes les victimes resteraient ici, ensanglantées, brisées, sans voix. Je ne pouvais pas l'accepter. À cet instant, Denel avait déjà mis à nu ce qui était profondément intime, douloureux, presque inimaginable. Mais il décida ensuite d'exposer l'infrastructure anonyme qui avait permis à Didi d'agir en toute impunité pendant des décennies, il n'a pas bâti cet empire seul, déclara-t-il. Il a été protégé par des personnes haut placées. Il révéla ce qu'il qualifia d'une « réseau de silence », une toile d'araignée tissée par des publicistes, des avocats, des cadres et des influenceurs qui, bien qu'informés de l'horreur, assuraient le fonctionnement de la machine.
Il existait même des équipes de nettoyage, précisa Denel, non pas pour ranger après une fête, mais pour l'effacer entièrement. Après chaque événement majeur dans la propriété de Didi, un groupe restreint pénétrait dans la villa, non de simples concierges, mais des spécialistes équipés de lampes à ultraviolet, de broyeuses de documents et de produits de nettoyage industriel. On leur ordonnait d'effacer toute trace, qu'elle soit physique, numérique ou même émotionnelle. Denel se remémora une soirée de 2015 où, par hasard, il avait pénétré dans une salle annexe et surpris un agent de sécurité en train d'emballer des disques durs. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, dit-il. Il est resté figé, puis a murmuré, simple balayage standard, monsieur. Protocole de confidentialité du client. Plus tard, j'ai découvert que ces disques renfermaient des enregistrements d'invités qui n'avaient jamais été informés qu'on les filmait. Il poursuivit, en 2018, j'ai reçu un courriel d'un cadre d'un studio, si la presse obtient un jour le fichier 03, nous sommes tous fichus. Éloigne-toi. Denel avait effacé le message, mais jamais le souvenir de cette menace. Puis vint l'élément de preuve le plus glaçant, Denel sortit de sa poche une copie imprimée d'un accord légal, un NDA qu'on lui avait remis en personne en 2011, après un gala caritatif à la demeure de Didi. À première vue, c'était un simple formulaire d'autorisation classique, mais, en lisant les petites lignes, il était stipulé que tout document, témoignage ou expression d'inconfort lors d'événements privés serait considéré comme une violation de l'accord. C'était un NDA camouflé en carte de RSVP pour une fête, dit Denel. Des centaines de personnes ont signé ce genre de papier. Certaines ne l'ont même pas lu, d'autres pensaient ne pas avoir le choix. Refuser, c'était s'exposer à la mise à l'index, à l'humiliation, au silence forcé. Des carrières disparaissaient du jour au lendemain. On les entendait simplement murmurer, elle a enfreint le pacte, elle a parlé à un journaliste. Le lendemain, elle n'était plus là. Il leva les yeux vers le jury, ce n'était pas l'histoire d'un homme qui se livrait à des actes odieux en solitaire. C'était un système entier bâti pour le protéger, au détriment de quiconque ne jouait pas selon ses règles. Et ce système, ajouta Denel, l'avait presque propulsé jusque dans l'espace. Le juge offrit alors à Denel l'opportunité de conclure. Ce qui suivit ne fut pas une simple phrase de clôture, mais un véritable règlement de compte. Denel se tourna vers Didi pour la première fois et s'adressa directement à lui, tu as dit que tu construisais quelque chose d'éternel, d'intouchable. Tu as cru qu'atteindre l'espace te rendrait invincible. Tu as laissé ces mots flotter, mais ce que tu ne comprenais pas, c'est qu'on ne peut pas fuir la vérité en quittant la planète. Tu ne fais que laisser derrière toi les personnes que tu as brisées. Puis il se retourna vers le tribunal, la voix chargée de cette même détermination tranquille qui avait fait de lui une légende à l'écran, mais cette fois l'émotion était à nu, si Sean Combs avait vraiment embarqué dans cette navette, il se serait évanoui parmi les étoiles. Pas d'accusation, pas de procès, juste davantage de silence, davantage de victimes, tandis que le monde saluait cette ambition. Il fit une pause, les yeux brillants, puis ajouta, certains diront que tout cela est trop fou pour croire qu'un homme comme Didi puisse être capable d'un tel monstre, mais ces gens-là n'ont pas vu ce que j'ai vu. Ils n'ont pas entendu ce que j'ai entendu. Il marqua un dernier temps d'arrêt et rapporta ces mots qu'il avait entendus de la bouche du magnate, ivre lors d'une de ses fêtes, sais-tu pourquoi personne ne me capturera jamais? Parce que je ne suis pas de ce monde. À ce moment-là, la salle tout entière se figea, ce n'était plus de l'arrogance, mais la confession d'un homme persuadé de se placer au-dessus des conséquences. Je suis venu aujourd'hui, expliqua Denel à voix basse, non pas pour être un héros ni pour récolter des applaudissements, mais pour mettre fin à cette folie, pour les personnes qu'il a blessées, pour les enfants qui n'ont jamais eu la parole et pour chaque individu qui n'a pas survécu à son ascension. Il froissa alors le papier qu'il tenait devant lui, le même document qu'il avait apporté en entrant dans la salle. Car s'il avait réellement atteint les étoiles, rien de tout cela n'aurait pris fin. Sur ces mots, Denel Washington quitta la barre, ses pas lents et silencieux ne laissant aucune place au moindre bruit. Il n'y eut aucun applaudissement, certains instants exigent le silence plutôt que les ovations. Et pour la première fois depuis le début de ce procès, même Didi, le visage enfoui dans ses mains, resta figé dans un silence absolu. Ne manquez pas d'appuyer sur le bouton pour vous abonner à notre chaîne. Cela ne vous prendra qu'une seconde et, si vous le souhaitez, partagez votre avis sur cette vidéo dans les commentaires. Par ailleurs, voici à l'écran 2 vidéos que vous pourrez apprécier dès maintenant.